Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre 4, intitulé Régime transitoire dans les circuits monophasés. On va commencer par la section 4.1 qui va être dédiée à la mise en service d'une inductance circuit RL. Donc, dans cette session-là, nous allons faire l'étude, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur la mise en service d'une inductance série formée d'une résistance R et d'une inductance L. Alors, le circuit est construit selon la figure 4.1, donc selon la figure 4.1, dans laquelle la charge elle est représentée ici avec une résistance R et une inductance L. Donc ce circuit-là, cette inductance, elle est alimentée à travers un disjoncteur appelé SW et une source de tension. Donc ici, la source de tension, c'est une source sinusoïdale de forme V de t est égal Vm sinus oméga t plus θ, avec oméga qui est égal à 2πf. On va prendre f comme étant la fréquence industrielle et ça va nous donner 100 pi radians par seconde. Donc le réseau sur lequel on travaille, c'est un réseau 525 volts avec une fréquence de 50 Hz. Et là aussi, une petite remarque, c'est que la source est considérée sans impédance interne. Donc notre source est supposée sans impédance interne. Bien sûr, cela en comparaison avec la charge. Les données numériques de ce circuit, je reprends la tension, elle est pour un réseau de 525 volts 50 Hz. Notre inductance shunt monophasée, elle a une puissance de 5,5 kVA et un rapport X sur R égale à 10. Alors, nous commençons donc par la détermination des paramètres de ce circuit. Nous commençons donc avec la tension, monophasée maximale. Elle est égale bien sûr à racine de 2 sur racine de 3 multiplié par 725, ce qui nous donne donc une tension de 428,66 volts. Alors, phi, l'angle entre x et r, c'est la tangente moins 1 de x sur r, ça nous donne un angle de 84,29 degrés. Pour le calcul de l'impédance, donc on calcule l'impédance du circuit afin de déterminer bien sûr R et L. Donc pour l'impédance, c'est le carré de la tension divisé par la puissance apparente, ce qui nous fait une impédance de 33,41 ohms. Pour la résistance, il suffit donc de multiplier Z par le cosinus phi. Donc Z est connu, cosinus phi est connu, donc ça nous donne une résistance de 3,324 ohms. Pour l'inductance, ce n'est autre que le produit de Z par sinus phi divisé par oméga qui est 2πf, ce qui nous donne une inductance de 105,82 milliampères. Donc cela étant dit, on va essayer, une fois que les données numériques sont là et sont déterminées, nous allons commencer la solution de l'étude du régime transitoire de ce circuit, bien sûr par la méthode analytique. Nous commençons par une méthode analytique vu que le circuit est un petit peu, disons, plus ou moins simple. Alors, partant de l'équation différentielle du circuit, donc LDI sur dt plus R de I est égal à la tension d'entrée, qui est V sinus oméga t plus θ. Et sachant que la transformation suivante, trigonométrique suivante, sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B, ce qui nous donne une équation différentielle qui va s'écrire sous cette forme-là. Donc LDI sur dt plus RI, et on va remplacer sinus oméga t par sa valeur qui est là. La solution, donc, si vous voulez là, donc la solution elle peut être obtenue en utilisant bien sûr ici
la transformée de Laplace. Je recommande vivement aux étudiants de revoir. Il faudrait revoir cette méthode, il faudrait la revoir, puisque ça a été déjà fait dans d'autres matières, telles que la matière d'asservissement. Alors, l'équation différentielle transformée par Laplace, donc ça nous donne cette équation-là, RI de S plus LSDIS qui est égal à V par oméga sur S carré plus oméga au carré, c'est la place de sinus oméga t. Donc ça, c'est la place de sinus oméga t multiplié par cosinus d'état. Et là, c'est la place de cosinus oméga t multiplié par sinus θ. Ce qui va nous donner, donc, en faisant quelques gymnastiques mathématiques ici pour déterminer le courant IS, donc on peut tirer à partir de là le courant IS, il va être donné sous cette forme-là, I de S est égal à V sur L, facteur de 1 sur S plus R, 1 R sur L par cette expression-là déjà donnée. Alors, si l'on prend R sur L est égal à alpha, ce courant, il prendra cette forme-là. Alors, ici, on peut facilement voir que ce terme-là, multiplié par ce terme-là, peut être résolu en utilisant les fractions partielles. Donc, 1 sur S plus alpha, facteur de S carré plus oméga au carré, ce n'est autre que on peut le transformer si vous voulez, en fraction partielle, donc sous cette forme-là. Donc, ce sera égal à A divisé par S plus alpha plus BS plus, disons, C sur S carré plus S carré plus oméga au carré. Et là, il faudrait, pour la détermination de A, B et C, il suffit donc de mettre sur le même dénominateur, donc de dénominateur commun, et comment dirais-je, et déterminer les coefficients A, B et C par comparaison à la partie de gauche de cette équation-là. Ça nous donne donc, en faisant la résolution, ça nous donne un A égale à 1 divisé par alpha carré plus oméga au carré. Ça nous donne un B qui est égal à moins 1 sur alpha carré plus oméga au carré, et un C qui est égal à alpha sur alpha au carré plus oméga au carré. Et en le remplaçant ici, donc vous allez retrouver que cette expression-là. Donc on va noter ça comme étant l'équation A. Et cette équation peut être donc représentée ici, donc dans I de S. On aura donc, on la remplace dans I de S, on aura I de S donné par l'équation B. Donc la transformée de Laplace inverse, si on la transformée de l'équation A, donc de l'équation précédente, donc c'est l'équation de l'équation A, ça nous donne 1 sur alpha carré plus oméga carré par cette expression-là. Donc 1 sur S plus alpha, c'est le Laplace moins 1 de cela, c'est exponentiellement alpha t. La place de cela, c'est cosinus oméga t. Et la place de alpha sur S carré plus oméga au carré, donc c'est alpha sur oméga sinus oméga t. Et à partir de là, donc en multipliant par S et en utilisant l'un des théorèmes de la transformée de Laplace, le Laplace de f' de t, il est égal à S égal, donc je vais effacer un petit peu là, il est égal
AS par Laplace de f de t. Donc en utilisant cette propriété, nous aurons S par tout ça, donc ce n'est autre que la dérivée de cela. Donc c'est le Laplace de la dérivée. Donc moins alpha exponentielle moins alpha t, donc c'est la dérivée de cela, moins cosinus oméga t sur oméga sinus oméga t. Et ici, je m'excuse là, il y a un alpha ici, plus alpha cosinus oméga t. En remplaçant donc ces résultats dans l'équation B, on aura I de t donné par cette expression-là. Et puis, à partir de là, donc en rassemblant, si vous voulez, tout ce qui est en exponentielle moins alpha t ensemble, donc on aura oméga cosinus θ moins alpha sinus θ qui est multiplié par exponentielle moins alpha t. On rassemble tout ce qui est en cosinus oméga t et on rassemble tout ce qui est en sinus oméga t. Donc on aura quelque chose comme ça. Et en identifiant, bien sûr, en utilisant les propriétés ou les relations les relations en trigonométrie, donc cette expression, en faisant des calculs supplémentaires, donc en utilisant bien sûr les propriétés des équations trigonométriques telles que le cosinus A plus B, le sinus A plus B, là, A plus B, en utilisant tout cela, donc on aura ces expressions-là. Donc avec tangente phi, c'est x sur r est égal à L oméga sur R, et ici c'est oméga sur alpha. Pardon, c'est oméga sur alpha, puisque oméga sur alpha et non pas oméga alpha, puisque la tangente phi c'est sinus phi divisé par cosinus phi, donc c'est oméga divisé par alpha. Et en utilisant cela, plus les propriétés que j'avais dit, nous obtenons un courant I de t, la solution de notre équation différentielle, sur cette formule. Alors, en remplaçant par les valeurs qu'on avait trouvées, donc V c'est 428,66, le R c'est 3,324, et le oméga L c'est le 33,24, sans pi t, θ moins pi. Et on aura, donc une fois que le calcul est fait, vous aurez cette équation-là. Donc ça, c'est la solution de notre circuit. Égale 12,83 qui est la valeur, qui est l'amplitude que je reprends ici. Donc le IM c'est la valeur, l'amplitude du courant permanent. Alors là, si vous remarquez l'équation, il y a là le terme θ moins phi, qui est là, et la solution I de t, elle dépend de cela justement. Donc ici nous avons si vous voulez trois solutions. On peut imaginer trois solutions selon la valeur de θ moins phi. Donc si l'on prend θ moins phi égale à 0, ce qui veut dire que θ est égal à phi, donc θ égale à phi, dans ce cas on aura une forme d'onde. Si on prend θ moins phi pi sur 2, ce qui implique que θ est égal phi plus pi sur 2, et dans ce cas on aura une autre forme d'onde. Et si l'on prend le troisième cas, qui veut dire que θ c'est le phi plus 3 pi sur 2, nous aurons une troisième forme d'onde. Et cela est illustré dans la figure suivante. Donc pour θ est égal, ce qui est en vert là, c'est le cas où θ égale à phi. Ce qui est en rouge, c'est lorsque θ moins phi est égal à 3 pi sur 2, donc 3 pi sur 2, et ce qui est en bleu, c'est θ moins phi égale pi sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque depuis au début? Ce qu'on remarque, c'est que quel que soit le θ et le phi, donc toutes les courbes atteignent le régime normal. Le régime normal, c'est-à-dire un courant de 12,83. Donc, dans tous les cas, le courant atteint
atteint la valeur maximale du régime permanent IM et il est en retard par rapport à la tension d'un angle 84,29 degrés après affaiblissement du transitoire. Donc ici, si on ne tient pas compte du transitoire, donc là, on remarque que pour les trois cas, nous avons les mêmes courbes. Les mêmes courbes, bien sûr, avec un déphasage, c'est tout à fait normal. Et la deuxième constatation, c'est que si l'on prend le cas où θ est égal à phi, on remarque que la composante transitoire n'existe pas. Donc ce qui est en vert là, si vous remarquez ce qui est en vert, ici, ce qui est en vert, c'est que lorsque θ est égal à phi, le terme transitoire n'existe pas. Pour les deux autres cas, nous remarquons qu'il y a quand même un régime transitoire et après un certain temps, on atteint le régime permanent. La composante, le régime transitoire est d'amplitude supérieure au courant nominal et le premier pic est fait à peu près deux fois le courant IM qui est le courant dans des régimes permanents, c'est-à-dire 12,83. Et ici, le premier pic, donc c'est à peu près autour de 23, quelque chose comme ça. Et ici, moins 23. Et la descente, nous remarquons aussi qu'il y a une certaine, si vous voulez, il y a une descente. Donc ça, c'est la composante transitoire en exponentiellement alpha t. Et le alpha là, c'est 31,34 millisecondes. Bien sûr, là, c'était le cas, le calcul analytique. Nous avons refait le même cas, mais par simulation MTP, et nous avons remarqué qu'il y a qu'on obtient la même chose. Donc, il y a absence de la composante transitoire lorsque θ est égal à 84,29, c'est-à-dire θ il est égal à phi, et présence des régimes transitoires dans les deux autres cas. Ici, le θ c'est égal à 90 plus 84,29 et ici le θ est égal à 270 plus 84,29 degrés, bien sûr. On parle de degrés, donc nous avons des courants qui sont à peu près dans le premier pic à peu près le double de cela. Et là, nous remarquons que les résultats ont été confirmés par la simulation MTP. Je rappelle simplement que les temps de fermeture choisis dans le MTP, c'est 4,683, 9,683 et 19,683. Donc, par ailleurs, on représente ici le courant et la tension des régimes permanents. Nous remarquons ici que la tension, bien sûr, elle est de 428,66 là, et nous avons un courant nominal de 12,83 qui est un petit peu inférieur à 15. Et là, bien sûr, le courant, son axe, c'est celui de droite. Aussi, en dernier lieu, nous avons étudié la composante transitoire, c'est-à-dire IDC, en fonction bien sûr du temps, pour différentes valeurs de x sur r. Et nous avons remarqué que lorsque x sur r augmente, la courbe, elle aussi, elle monte